Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 14h42, l'émission qui décrypte les médias et surtout le numérique de Arrêt sur Image et Next Impact. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en novembre 2012, il y avait l'élection à la présidence de l'UMP. Il y avait des files d'attente à la télévision, il y a eu 2 vainqueurs autoproclamés. On a d'abord eu un premier candidat qui a dit « c'est moi ». Ensuite, on a eu Jean-François Copé qui est arrivé « non, c'est moi ». Et donc, il y a eu la bagarre entre Fillon et Copé pour savoir qui avait gagné, tellement les résultats étaient serrés. Une commission de contrôle complètement dépassée, des accusations de putsch médiatique à l'encontre de Jean-François Copé. Il fallait mettre un terme à ça et donc l'UMP a décidé de passer au vote électronique présenté comme une arme contre la triche. Pour en parler aujourd'hui, 3 invités. Anne Levade, bonjour. Bonjour. Qui est présidente de la haute autorité de l'UMP, justement en charge du contrôle de ce vote électronique. Chantal Inguehard, qui est chercheuse en informatique au CNRS, directrice des recherches de l'Observatoire du vote et présidente d'Éthique citoyenne, qui est une association politique qui travaille notamment à une meilleure transparence des élections. Et Roberto Di Cosmo, qui est chercheur et professeur en informatique au laboratoire Preuves, Programmes et Systèmes du CNRS, ça fait super sérieux, de l'Université Paris Diderot, et qui en 2007 avait écrit un article « Machine à voter, la mauvaise solution à un faux problème ». On aura l'occasion d'en parler. On va commencer par Anne Levade, donc c'était il y a 15 jours. Le vote électronique qui a commencé très fort, parce que le vendredi soir, à peine le début du vote, il y a eu un piratage. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé? Est-ce que c'était vraiment un piratage? Alors, c'était Alors, moi, d'abord, je suis juriste, donc les termes que j'utiliserai ne sont sans doute pas techniquement les termes les plus rigoureux. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait fait en amont, en lien avec un expert, des tests de charge, et que donc, il y a eu une tentative, effectivement, de déni de service. Les attaques par déni de service, c'est... Voilà. On envoie énormément de requêtes. Très concrètement, le site était paramétré de telle manière que nous puissions gérer 4000 votes minutes, ce qui semblait, puisque le vote durait 24 heures et que nous avions près de 300 000 votants compatibles avec un vote qui pouvait durer sur quelques heures considéré comme utile. Et à partir de 20h16, effectivement, nous avons eu 26 000 requêtes secondes. Voilà. D'accord. Donc ça a ralenti pas la charge. choses. Ça n'a pas bloqué le système. En revanche, ça a évidemment... le temps que les différents acteurs du système informatique mettent en place des contre-mesures et réfléchissent à ce qui pouvait se passer, ça a conduit effectivement à un ralentissement très significatif du dispositif. Petite vidéo, je ne sais pas si en régie on peut nous la montrer, où on voit notamment Luc Châtel qui était suivi par des équipes de télévision et qui a eu un grand moment de solitude au moment où il se met sur son ordinateur, il essaye de se connecter. Voilà. Et là, hop, tac, tac, c'est bien celui-là. Hop, UMP. Et il se passe rien? Tout à l'heure, il m'a marqué erreur de connexion. Visiblement, c'était un petit peu lent, mais là, ce qu'on a vu, Luc Châtel qui avait sorti sa carte d'adhérent, il avait reçu un courrier également, c'est ça la procédure? Oui, il y avait 3 codes qui permettaient aux adhérents de s'identifier, un code dont ils disposaient déjà et qui ne leur était pas recommuniqué, qui est leur numéro d'adhérent, ce qui donc en fait des adhérents de l'UMP, et puis parallèlement à ça, 2 codes qui avaient été générés par le prestataire, et envoyé par le prestataire directement par courrier postal aux adhérents. Et ces 3 éléments étaient nécessaires pour s'identifier. D'accord. Alors, il y a eu un reportage qui était assez rigolo dans rue 89, et où ils ont été une permanence UMP, enfin la permanence UMP à Neuilly-sur-Seine, qui avait mis un ordinateur pour que les gens qui n'avaient pas d'ordinateur ou qui ne voulaient pas voter depuis chez eux puissent voter à la permanence, et où apparemment il y avait pas mal de problèmes, dont un problème à cause des 000. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette histoire de 000? Alors là, on est, j'allais dire, dans des points de détail qui ont été réglés. D'ailleurs, la haute autorité a tout au long du scrutin diffusé au fur et à mesure. Il y a eu un communiqué, il y a eu un communiqué de la haute autorité pour clarifier les choses. Il se trouve que les numéros d'adhérents, qui sont les numéros donc générés par l'UMP, là pour le coup, qui sont des numéros permanents, correspondent à plusieurs générations de cartes d'adhérents. Et parmi les différentes générations de cartes d'adhérents, il y en a une, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on avait fait un petit mode d'emploi en quelque sorte pour bien identifier le bon numéro. Il y en a une qui comportait des zéros devant le numéro d'adhérent, et le fait est que lorsque les zéros étaient rentrés, ça pouvait générer un blocage. Les gens devaient retirer les 3 zéros qui précédaient leur numéro d'adhérent. Alors, encore un autre problème et un autre communiqué sur l'histoire du vote impossible. Ouais.
Alors ça, c'est lié justement aux dispositifs qui ont été mis en place pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il y a eu Donc, le moment... Suite à l'attaque par déni de service. La tentative de déni de service, le moment où on a vu que le site repartait et que donc nous pouvions poursuivre le vote, puisque la Haute Autorité a eu quand même un petit moment où elle s'est posé la question de savoir si nous pouvions reprendre le processus électoral sans difficulté, le poursuivre d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais été interrompu. Et en fait, au moment où ont été mis en place différents dispositifs, dont notamment de nouveaux serveurs qui dans la nuit ont été paramétrés, il semble qu'un des serveurs n'avait pas été, parce qu'il a été dans l'urgence, paramétré de manière tout à fait correcte. Ce qui fait qu'au moment où était validé le vote, au moment où il tombait dans l'urne électronique, il y avait un message qui ressortait. Alors nous avons évidemment immédiatement, dès lors que nous avons eu des appels téléphoniques, vérifié ce qu'il en était, vérifié surtout que les bulletins allaient bien dans l'urne, qu'il n'y avait pas de blocage. Et il s'est avéré très rapidement, et donc ça a été réglé, j'allais dire, en une demi-heure. Mais pour la demi-heure, nous avons fait ce petit message indiquant que l'indication le message vote impossible, ça veut dire qu'en fait le vote, si, il est bon, il est validé. D'ailleurs, il y avait un moyen très simple de le vérifier, c'est que si on sortait du site, qu'on arrêtait tout et qu'on réessayait de voter avec les mêmes codes, il était indiqué qu'on avait déjà voté. Ce qui était bien la preuve que le vote était pris en compte. D'accord. Ouais, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Là-dessus, il y a eu encore un autre article sur reflet.info, puis Re89, où c'est Bluetooth, qui est le pseudonyme de quelqu'un qui est un professionnel de la sécurité informatique, qui a constaté que le site web de Parangon Élections, qui est donc le prestataire de service que vous aviez utilisé pour le vote électronique, il y avait plein de répertoires qui étaient ouverts, on pouvait accéder au code source de certains logiciels, mais surtout, il y avait 2 failles de sécurité qui dataient de plus de 6 mois, qui n'avaient pas été patchées. Tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez fait appel à un expert indépendant pour vérifier la sécurité. Comment ça se fait comment expliquez-vous le fait que Parangon avait des failles de sécurité, dont la fameuse Heartbleed, dont on avait parlé l'année dernière, qui est une faille de sécurité majeure, dont tous les professionnels de l'informatique ont entendu parler? Alors, 2 éléments. D'abord, la particularité de ce scrutin de manière générale, c'est qu'on était tenu par un certain nombre de prescriptions qui, je le sais, sont minimales, mais qui sont établies par la CNIL. Donc, dans ce cadre-là, notamment, il y a la recommandation très ferme de faire appel à un expert, chose que nous avons bien sûr faite, qui a été amené à la fois faire des tests de charge et des tests d'intrusion, et surtout à accompagner tout au long des 24 heures du scrutin la Haute Autorité pour vérifier et nous aider à réagir, puisqu'encore une fois, nous n'étions pas informaticiens, comme nous, à nos côtés en permanence. Deuxième chose, et d'ailleurs le rapport d'expertise a été communiqué notamment aux représentants des candidats, sur la question des failles qui ont été effectivement détectées a posteriori ou dont il a été question, l'expert m'indique, et donc je ne peux que le croire et lui faire confiance, m'indique que ça correspondait en réalité à des pages qui ont été maintenues, j'allais dire, à la manière de leur. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui la certitude, l'expert a la certitude, personne n'est rentré dans le dispositif de vote, pour la bonne et simple raison que ce dispositif avait été désinstallé, puis modifié et totalement réinstallé juste avant le vote, sont restés en revanche sur le web, manifestement sciemment, des pages de l'ancien site. Bon. Sciemment, pourquoi sciemment? Enfin, sciemment. Ils sont restés, justement... Alors, il y avait eu manifestement des tentatives d'intrusion. Là encore... il y avait des failles de sécurité, mais elles n'auraient pas été exploitées. Les courriers ont été adressés à partir du 7 novembre. Donc, à partir du 7 novembre... tenir compte des délais postaux, parce que je rappelle qu'il y avait aussi des électeurs outre-mer, à l'étranger, etc. À partir du 7 novembre, le site était donc visible. Et ce site indiquait que le scrutin débuterait le 28 novembre. Ce site a fait l'objet dans le même temps d'une expertise, et donc au moment où l'expertise a eu lieu, il s'est avéré notamment au cours des tests d'intrusion qu'il y avait déjà eu des tentatives, c'est-à-dire que des gens étaient allés voir ce qui se passait derrière cette page d'accueil. Voilà. Donc le choix a été fait par l'expert en lien avec le prestataire et avec notre accord, tout en améliorant, désinstallant puis réinstallant, de laisser quelques pages. Alors là encore, la juriste ne peut pas entrer dans les détails parce qu'elle est totalement incompétente sur ce terrain-là, mais de laisser quelques pages en manière de leurre. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas que l'expert en sécurité qui a passé 24 heures sympas, et concrètement, vous l'avez vécu comment ces 24 heures de... Sur place. Sur place, puisque la Haute Autorité, elle avait cette particularité. Voilà, cette Haute Autorité, elle avait la particularité d'être organisateur
heures, contrôleur pendant les 24 heures et contrôleur a posteriori en cas de recours de ce scrutin. Et donc, nous avons à la fois préparé le système, là encore en lien avec la CNIL, notamment parce qu'à l'égard des votes à caractère politique, la CNIL a des recommandations particulières. Ensuite, pendant la séquence des 24 heures, nous avions demandé aux prestataires, ce qui avait supposé l'accord de la CNIL, que soit mis en place un certain nombre d'alertes qui nous permettaient de faire un contrôle en temps réel, notamment sur la fréquence du vote ou l'utilisation d'adresses IP. Le nombre de personnes qui votent au même moment. Voilà. Sachant qu'on avait deux cas de figure, parce qu'il y avait à la fois les adhérents très majoritaires qui votaient de chez eux, et donc là on avait un seuil d'alerte très bas, et puis on avait les quelques cas dans lesquels les fédérations, donc les organisations locales de l'UMP avaient souhaité ouvrir des lieux de vote, qui étaient donc des endroits où les adhérents pouvaient se déplacer, soit parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur chez eux, soit parce qu'ils avaient envie, à l'occasion de l'élection du président, de se rendre dans les permanences. Donc évidemment les mécanismes de contrôle n'étaient pas les mêmes. Mais très concrètement, le système était ainsi conçu qu'à partir de seuils d'alerte que nous avions mis en place, nous avions en regard, sans jamais avoir les éléments sur l'expression de vote, nous ne savions jamais qui avait voté pour qui, mais nous avions la possibilité de contacter les adhérents s'il nous semblait qu'il y avait quelque chose de curieux, par téléphone, pour vérifier que personne n'avait usurpé. Vous avez besoin de contacter certains des adhérents pour des choses curieuses ? On l'a fait de manière systématique, c'est-à-dire que les seuils qu'on avait mis en place étaient très bas. Je donne un exemple, pour un ordinateur personnel, les seuils étaient à partir de 5 utilisations d'une même adresse IP. Donc, s'il y avait 5 votes à partir de la même adresse IP, vous passiez le téléphone. Voilà, ça veut dire qu'on a passé un certain nombre de coups de fil pour vérifier tout simplement qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait utilisé les codes d'une autre personne, sachant que l'envoi postal est de l'autre côté, dans la mesure où on avait fait un gros travail avant de vérification des adresses, sécurisait évidemment les choses, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient recevoir ces identifiants que à leur domicile. Justement, il y a eu un problème avec les adresses, parce que le cas des époux, alors c'est dans la décision de la haute autorité, donc vous répertoriez un certain nombre d'autres problèmes où il y a apparemment des gens qui avaient le même nom parce qu'ils sont mariés, ils habitent à la même endroit, mais sur l'enveloppe, il n'y avait pas marqué le prénom. Et ce qui fait qu'apparemment, il y a eu des problèmes. Non, c'est pas ça ? Non, alors c'est pas ça la difficulté qu'on a eue. La difficulté qu'on a eue, elle est j'allais dire, assez simple. C'est que, d'abord, les courriers postaux étaient envoyés avec, évidemment, le nom de la personne sur l'enveloppe. Sinon, ça ne serait jamais arrivé. En revanche, au cas où la personne aurait jeté le courrier à la poubelle par mégarde ou le courrier s'était égaré, le courrier lui-même était anonymé. C'est-à-dire qu'on avait des enveloppes sans fenêtre et le courrier ne mentionnait que les codes. Donc il pouvait arriver que nous ayons des couples, voire des familles d'adhérents qui, recevant 2 ou 3 courriers à la même adresse, ne sachent plus après à qui correspondait. Quel code correspondait à quel prénom ? Dans ce cas-là, il y avait plusieurs solutions. Soit, j'allais dire de manière un peu artisanale, avec leur numéro d'adhérent, ils essayaient de voir avec leur carte quelle était la corrélation qui fonctionnait. Soit, deuxième cas de figure, ils pouvaient récupérer leur code moyennant une application qui était sur le site en ligne. Alors, la difficulté, là, elle est venue de tout à fait autre chose. C'est que cette récupération... C'est une difficulté en cascade. Non, parce qu'en réalité, le cas des époux ou des familles qui avaient reçu plusieurs courriers sans que le nom figure, ils l'ont résolu, j'allais dire, in vivo. En revanche, quelqu'un qui avait perdu ses codes, ou quelqu'un qui, par exemple, ne l'aurait pas reçu, parce qu'il y a des gens qui déménagent, et dont la priorité n'est pas de prévenir l'UMP de leur déménagement. Il y a même des gens qui ont déménagé entre le 30 septembre et la date du vote. Alors, la liste était arrêtée au 30 septembre. Donc ces gens-là pouvaient récupérer en ligne. La seule limite que nous avions mise volontairement, c'est que n'importe qui ne pouvait pas rentrer un nom, un prénom et un numéro d'adhérent qu'il aurait pu obtenir et communiquer une adresse mail en disant « envoyez-moi donc sur cette adresse ». Éviter l'usurpation d'identité. Donc seuls ceux dont l'adresse mail figurait dans les fichiers d'adhérents pouvaient récupérer leur code. Or, il est arrivé, par exemple, dans notamment les couples, que certains n'ayant qu'une seule adresse mail et monsieur ayant simplement indiqué son madame ayant la même adresse mail. Voilà, si madame ne l'avait pas renseigné comme étant la même, il ne pouvait pas récupérer, ou comme après il y avait un blocage. Ça concernait beaucoup de personnes ? Non, ça a concerné des tout petits nombres. En toute hypothèse, et c'est pour ça que nous avons souhaité être très transparents dans la décision, nous, notre regard, j'allais dire a posteriori, c'était de vérifier si les éventuelles difficultés qu'on avait rencontrées auraient été de nature à avoir un impact sur le scrutin. À ce titre, il y a un passage qui est vachement intéressant dans votre communiqué, c'est vous parlez des 2018 adhérents qui avaient des prénoms doubles ou des prénoms composés ou des non composés, et qui là, apparemment, ça rentrait pas dans le logiciel du fait de ces prénoms doubles ou composés, et qui donc ne pouvaient pas voter. Et où non. Ne pouvaient pas récupérer le cas échéant en ligne, moyennant cette application-là. C'est pour ça qu'on dit que ça concerne au plus ce nombre-là. Évidemment, et on donc, n'a pas...
On n'a pas a posteriori le retour du nombre de personnes qui ont été effectivement concernées, simplement dans la mesure où ça les concerne au plus et où l'écart de voix entre les candidats est très largement supérieur à 2 fois, puisque faut le prendre en plus ou en moins, 2 fois 2018 de mémoire, oui, 2018. qui est le nombre total, ça n'aurait pas été de nature. C'est ce que vous écrivez, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris les 2018... La plupart ont pu voter. Tous ceux qui avaient leur code et leur numéro et leur courrier n'ont pas eu de difficulté. Mais là, ce que vous expliquez, c'est que donc ces 2018 ont été répartis sur le 2e candidat et le 3e candidat, et ça ne change pas la nature du vote, parce que c'est Nicolas Sarkozy qui a gagné avec tellement de voix d'avance que même s'il y a eu ces quelques milliers de votes potentiellement litigieux, ça ne dénature pas le vote. Ça, c'est ce que fait, j'allais dire, un juge électoral de manière systématique. C'est-à-dire que quand il s'avère que ce soit 1 ou 2000 personnes qui soit n'ont pas pu voter, soit n'auraient pas pu voter, eh ben, fictivement, on rajoute à ceux qui arrivent en 2e et en 3e position le nombre requis pour voir si c'est de nature à modifier, mais y compris le cas échéant entre le 2e et le 3e, d'ailleurs, si c'est de nature à modifier l'équilibre. Là, en l'occurrence, on a de mémoire à peu près 55 000 voix d'écart entre le 1er et le 2e, et ensuite on doit en avoir 35 000 entre le 2e et le 3e. Là, typiquement, si ça avait été utilisé au moment de la bataille entre Fillon et Copé, vu le faible écart de voix entre Fillon et Copé, vous auriez fait comment ? Vraisemblablement, on aurait pu annuler l'élection. Mais nous n'avions rien exclu. Enfin, d'ailleurs, je l'avais dit avant, parce qu'on m'avait beaucoup posé la question. La haute autorité, encore une fois, est une structure qui est indépendante du parti. Nous, notre seul objectif, c'était que... Vous n'êtes pas militante UMP, d'ailleurs. Non. Alors, la composition de la haute autorité, elle est clairement fixée. Il y a 4 membres extérieurs à l'UMP qui, s'ils avaient une carte de membre, ne pourraient pas siéger dans cette haute autorité, dont la présidente et 3 autres qui sont un ancien membre du Conseil constitutionnel, un ancien premier président de la Cour d'appel de Paris et un spécialiste de contentieux électoral. Et ensuite, parce que là, c'est l'élection du président d'un parti politique, il y a 5 membres issus de l'UMP, qui sont des gens comme Dominique Perben, Françoise de Panafieux, qui ont, j'allais dire, une visibilité politique, mais qui ne sont plus aujourd'hui dans la course, entre guillemets, politique. Et donc, l'idée, très clairement pour nous, c'était de faire en sorte que les choses se passent au mieux, mais à toute étape, et c'est pour ça qu'on a été là, physiquement présent pendant les 24 heures, enfin moi tout le temps, et on a assuré en quelque sorte une rotation avec les autres membres. À n'importe quel moment qui nous aurait semblé problématique, nous aurions tout interrompu. Et alors, cerise sur le gâteau, l'histoire des 132 voix qui a été repérée par Chantal, si j'ai bien compris, parce que dans Rue 89, il y a eu un article, et qui racontait qu'il y avait 132 voix d'écart entre le nombre de votants exprimés, plus les bulletins blancs, et le nombre de personnes qui avaient réellement voté. C'est ça ? Vous pouvez raconter, Chantal, qu'est-ce que vous avez trouvé, comment vous l'avez trouvé ? En fait, moi, je travaille sur les élections depuis longtemps, je regarde les chiffres de très très près, et quand je vois un résultat électoral, je refais les comptes. Oui, je le fais systématiquement. Et là, effectivement, de manière assez étonnante, il y avait une différence de 132, donc entre le nombre de votes enregistrés et le nombre d'émargements qui ont été comptabilisés par l'application. Au début, Parangon Élections a dit « c'est la haute autorité qui a mal recopié les chiffres que nous, on lui a donnés ». Ensuite, vous, dans votre communiqué, vous expliquez que ce n'est pas du tout nous qui avons mal recopié le chiffre, c'est tout simplement qu'au moment de l'attaque DOS du vendredi soir, il y a eu un certain nombre de votes litigieux qui avaient été mis de côté, et ces 132 voix, c'était cela apparemment. C'est cela ? Alors, d'abord, il faut être clair, nous aussi, c'est la première chose qu'on fait quand on a les résultats d'une élection, on fait les additions. Donc, il n'y a eu aucune ambiguïté de notre point de vue. Nous avions vu d'emblée, évidemment, qu'il y avait 132 d'écart. Donc, nous, on a demandé des explications à l'expert. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait bien indiqué que le samedi soir, c'était des résultats provisoires. De la même manière, d'ailleurs, pour une élection nationale, Puis après, il y a le délai de recours, etc. Et donc, nous nous sommes expliqués là-dessus, comme d'ailleurs sur le reste, que lorsque nous avons rendu notre décision définitive. Et donc, dans l'intervalle, l'expert qui nous avait remis le jour où nous avons rendu notre décision ensuite, son rapport, nous indiquait que c'était effectivement les mesures mises en place qui avaient conduit à ce que nous avons eu une interruption de service pendant quelques secondes, vraisemblablement, qui ont conduit à ce que, entre l'émargement, pour prendre des termes, j'allais dire, électoraux, l'émargement et l'arrivée dans l'urne, il y a 132 votes qui, effectivement, ont disparu. Même raisonnement. C'était pas de nature à changer le résultat, vu le nombre de votes d'écart. Chantal, vous l'avez vécu comment ce vote ? Vous avez été à une permanence UMP pour regarder ? Vous avez regardé la télé ? Ah non, pas du tout. Non, je ne me suis pas déplacée. D'abord parce que je salue vraiment les travaux de votre commission, mais en fait, on ne peut pas observer grand-chose, donc c'est pas la peine d'aller voir. Et ça vous étonne, tous les problèmes qu'on vient de...
Alors là où je salue vraiment votre travail, c'est d'avoir fait connaître les problèmes qui ont eu lieu, de les avoir montrés, d'avoir eu cet effort de transparence dans l'affichage de ce que vous avez pu voir, effectivement. Mais en revanche, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, parce qu'effectivement, on ne peut pas voir grand-chose. Je vais peut-être expliquer un petit peu cela. Oui. C'est-à-dire, quand on vote sur un dispositif électronique, l'électeur fait un geste, et puis il va cliquer avec sa souris. Donc ce geste, il fait un clic, par exemple. C'est une force physique de quelques joules. C'est transformé en une force électrique. Elle-même, elle est transformée en un codage informatique. Ce codage informatique va de nouveau avoir une série de transformations, et aucune de ces transformations n'est observable. Or, tous les votes, sans aucune exception, sont transformés de manière non observable. Et donc, toutes ces transformations échappent malheureusement à tout contrôle, y compris de la part de l'entreprise qui organise l'élection, parce que si l'entreprise qui organise l'élection suivait les transformations, alors elle saurait qui a voté quoi. Donc, toutes ces transformations se passent sans aucun contrôle, sans aucune surveillance, et je veux dire, des fois les transformations se passent bien, mais pas toujours. Il y a eu ces dernières années une grande évolution de la société française, puisque maintenant nous avons tous des ordinateurs, nous avons des téléphones très évolués qui en fait sont des ordinateurs, etc. Et nous pouvons constater tous les jours qu'il y a des bugs, et des bugs furtifs. C'est-à-dire, ça ne marche plus, et puis ça remarche. Puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé, des fois on perd un petit peu d'informations. J'ai joué des l'avocat fois pas du diable, trop. mais typiquement au niveau bancaire, moi quand je rends ma carte bancaire, que je redemande à réclamer 40, j'ai jamais reçu 60 €, ni 10. Systématiquement je demande 40, ils me donnent 40 €. D'accord, mais il y a mais des choses qui marchent des fois. Oui, mais dans les banques, il y a des services informatiques qui passent leur temps à rectifier les erreurs. Ce qui n'est pas le cas dans les machines à voter ou Dans les machines à voter, c'est une application informatique formidable, puisque la plupart des dysfonctionnements ne se voient pas. Donc c'est vraiment un produit formidable à vendre. On ne sait pas ce qu'il se passe pendant l'élection. Alors c'est assez embêtant parce que une élection définie par les organismes internationaux, que ce soit la communauté européenne ou bien l'OSCE, etc., une caractéristique très très importante des élections, c'est que les élections soient libres et soient transparentes. Alors quelquefois ce mot, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. La transparence, elle doit rendre possible l'observation des dysfonctionnements. Il peut s'agir de fraude, mais il peut s'agir aussi de panne, il peut s'agir je sais pas, une panne d'électricité, on ne peut plus voter, etc. Donc on doit pouvoir observer cela. Et ensuite, on doit pouvoir le prouver au juge, soit en apportant des preuves matérielles, soit en réunissant des témoignages, bref, apporter quelque chose au juge. Et puis après, le juge, effectivement, il regarde les preuves qu'il a, les témoignages qu'il a, les faits qui lui sont donnés, et en fonction de ces faits, il va faire les comptes. Alors, c'est pas écrit dans le marbre, mais généralement, ça se passe comme vous l'avez fait, et puis soit il annule l'élection, soit il annule pas. Avec le vote électronique, on ne peut rien observer, donc on ne peut rien amener au juge. Donc c'est formidable, puisque c'est des élections qu'il est extrêmement difficile de faire annuler, alors que tous les votes ont été modifiés en dehors de tout contrôle, y compris de l'autorité qui est censée contrôler l'élection. Et l'expert, il peut s'appeler expert s'il veut, mais il ne peut rien voir. Donc, quand je dis que personne ne peut contrôler l'élection, c'est vraiment personne. Vous vous attendiez à être confronté à autant de difficultés, de problèmes ou On avait conscience que le vote électronique présentait des spécificités, en particulier techniques, qui pouvaient conduire à ce qu'il y ait des difficultés pendant le scrutin. Il semble encore une fois qu'on n'a eu aucune intrusion, il y en a qui ont été tentées, mais aucune qui soit rentrée sur le dispositif de vote. J'entends bien tous les arguments qui sur le fait qu'on ne peut pas observer, on ne peut pas contrôler. Alors, c'est là justement que la discussion avec la CNIL a été pour nous un point extrêmement important. D'abord, ce n'est pas la Haute Autorité qui a pris la décision d'un vote électronique. La Haute Autorité devait organiser sur la base d'une règle du jeu qui avait été fixée, c'était une date
une séquence de vote 24 heures maximum, ce qui était d'ailleurs pour partie un défi, et un vote qui serait un vote électronique. Qui avait été décidé par les instances de l'UMP. C'est le bureau politique de l'UMP. Voilà, pour éviter le problème qui avait été rencontré en 2012. En tout cas, moi, il se trouve que c'est un bureau politique auquel j'ai, au moment de cette discussion-là, assisté. Je peux témoigner que ça a fait très rapidement l'unanimité. Le vote électronique. Les raisons pour lesquelles ça a été retenu, j'allais dire, ne sont pas forcément très claires ou n'ont pas été dites. Je pense qu'il y avait aussi un volet financier. Il y avait sans doute l'idée que c'était finalement un mode assez facile aussi. Par rapport à ce que dit Chantal sur le fait que c'est une boîte noire. Alors, le fait que c'est une boîte noire, oui, sans doute techniquement, et j'entends bien tout ce que vous dites, je l'avoue, moi je ne suis pas compétente pour. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de rendre cette boîte noire, entre guillemets, aussi transparente avec notre regard de juriste qu'elle pouvait l'être. Je donne juste 2 exemples. Dans le cadre d'un vote papier, de la même manière, heureusement d'ailleurs, sinon l'élection ne serait pas libre, on n'a évidemment pas la possibilité de faire le lien entre l'électeur et l'expression de son vote. Il faut garantir l'anonymat du vote. Donc en réalité, c'est le principe du secret effectivement. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va effectivement vérifier dans l'urne qu'on a bien le même nombre de bulletins que ce qu'il y a comme signature dans le bureau de vote en question. Après, et on le sait, même si désormais les urnes sont, y compris physiquement, transparentes, il y a eu par le passé des pratiques, ce qu'on appelait notamment la technique de la chaussette, qui consistait tout simplement à ce que personne ne pouvait a posteriori dire « Ah, comme c'est curieux que là où il y a eu 100 votants, on en est 40 qui aient voté X et 60 qui aient voté Y ». Bon. Donc ça, c'est, j'allais dire, intrinsèque en quelque sorte à une élection. Et de ce point de vue-là, même si j'entends bien que la dimension technique rajoute des éléments supplémentaires, il est, à mon avis, totalement illusoire d'imaginer qu'on puisse avoir une traçabilité complète de l'électeur au vote. Et heureusement. Deuxième chose, en revanche, nous avons essayé, et c'est là que les discussions avec la CNIL ont été intéressantes, parce que je rappelle d'abord que la CNIL est réservée sur l'utilisation du vote électronique en matière politique. Elle l'est, quand on parle de vote politique, essentiellement pour des élections nationales. Et elle l'est essentiellement d'ailleurs pour des raisons de protection de la souveraineté, considérant qu'il y a des moyens effectivement de manipulation d'Internet qui pourraient être générés par des puissances étrangères et qui auraient un intérêt évident à ce que l'élection d'un président de la République... voilà. J'ose considérer que l'élection du président d'un parti, aussi centrale soit-elle dans la vie politique nationale, n'est pas tout à fait de la même importance. Deuxième chose, la CNIL transposant, pardon, je vais vite, mais en même temps, la CNIL transposant cette règle du secret, nous voulions pouvoir avoir le moyen de contrôler, j'allais dire, à la manière de ce qu'on fait dans un bureau papier. Par exemple, nous avons demandé à la CNIL la possibilité, alors là encore j'utilise des termes dont je ne connaissais même pas l'existence à l'époque, d'encapsuler une adresse IP, soit parce qu'il s'agissait d'un lieu de vote et que si nous avions la preuve qu'il y avait eu à cet endroit-là des fraudes, nous voulions pouvoir sortir, sans en connaître le contenu, les votes qui auraient eu lieu dans ce lieu de vote, soit l'exemple que je vous donnais d'une utilisation abusive d'une adresse IP que nous aurions détectée, la possibilité de dire, là nous les isolons et nous les sortirons du décompte in fine, parce que nous considérons qu'il y a des difficultés, comme on le fait avec une urne papier. Alors, Roberto Di Cosmo, moi j'ai lu avec attention un article que vous aviez écrit qui s'appelle « Machine à voter, la mauvaise solution à un faux problème » et je trouve que vous posez une question absolument géniale, c'est est-ce que ça viendrait à l'esprit d'un quelconque citoyen de se ruer sur des professeurs de physique des matériaux ou des chercheurs en chimie pour leur demander s'il y a bien un problème avec les urnes transparentes et où vous en arrivez à formuler un test d'acceptabilité d'un mécanisme de vote sous la forme d'une règle de 3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette fameuse règle de 3 ? Oui, c'est... Pourquoi ? Peut-être je peux essayer d'arriver à résumer ça. Voyons voir, ça c'est écrit en 2007, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça qu'on écrit les choses, pour ne pas les oublier. Cela dit, j'essaye de résumer de notre façon. Enfin, vous expliquez grosso modo que par rapport aux machines à voter ou au vote électronique, le citoyen lambda est obligé de demander à des experts. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. La question est, je parle à vous, vous avez une expérience juridique. Vous savez, par exemple, quand on est juge, on est tenu d'être impartiel. C'est important d'être impartiel, mais il ne suffit pas d'être impartiel, il faut aussi de paraître. N'est-ce pas? On ne peut pas donner l'impression d'être impartial. Mais c'est la même chose pour les systèmes de vote, c'est-à-dire ils ne doivent pas seulement respecter les conditions propres d'un système de vote qui sont très difficiles. C'est-à-dire que d'un côté, on demande de permettre de voter seulement aux personnes qui ont le droit de voter, donc il faut les identifier. Ensuite, il faut
permettre aux personnes de voter sans contrainte, ce qui veut dire respecter leur anonymat, et pas seulement leur anonymat, aussi être sûr qu'ils ne peuvent pas garder trace de ce qu'ils ont voté, qu'ils ne peuvent pas être soumis en contrainte devant un ordinateur pour être forcés à voter une certaine chose plutôt qu'autre chose. Vous expliquez que c'est deux injonctions un peu contradictoires. Il faut à la fois garantir l'anonymat et le secret du vote et en même temps pouvoir vérifier que le vote n'a pas été modifié. Il faut en plus aller vérifier, et alors non seulement ça doit être vérifiable par la personne qui a voté, mais ça doit être vérifiable par un tiers, par exemple vous comme autorité, qu'il n'y a pas eu des manipulations du vote. Alors, toutes ces contraintes-là sont apparemment incompatibles, parce qu'on ne sait pas vraiment comment résoudre ça. Alors, les problèmes ont été résolus en pratique historiquement en mettant des urnes transparentes et en faisant confiance au fait que dans chaque bureau de vote, il devrait y avoir suffisamment d'observateurs de tous les partis pour pouvoir détecter si à un moment donné, il y a une manipulation. Ce qui, d'ailleurs, je vous garantis, ne suffit pas. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter sur l'Italie qui n'ont rien à voir avec les votes électroniques, qui montrent qu'on peut se tromper même dans ces cas-là. Mais alors, justement, la question est que dans ces cas-là, on peut expliquer à n'importe qui, à tout le monde, à une personne qui ne connaît rien à la technique, comment les mécanismes de vote fonctionnent. Et on peut dire aux gens, venez voter en confiance, vous voyez, vous comprenez tout ce qui se passe. Parce que le principe de l'urne transparente, c'est très simple à comprendre. Vous pouvez vous asseoir là, regarder ce qui se passe, vous pouvez regarder vous-même. Vous pouvez assister au dépouillement, vous pouvez vous faire une idée, être confiant de ce qui se passe. Même si vous n'avez aucune formation en technologie, vous n'y savez rien. Et justement, vous ne devriez rien savoir. Alors, par contre, quand vous passez sur un système de vote électronique, là, comme vous dites, vous avez fait appel à un expert. Et on a des débats sur ce qui est d'être un expert, on ne sait pas trop non plus. Voilà, et d'ailleurs, je vous fais observer on ne verra rien. Une autre chose qui est super intéressante dans ces mondes-là, parce que c'est assez particulier. Vous voyez, dans l'histoire de l'évolution technologique, on a toujours eu des personnes qui essayent de pousser la technologie plus loin et des gens qui freinent en disant « qu'est-ce que c'est que ces trucs nouveaux ? Non, il faut rester sur les vieilles choses ». Mais en général, les personnes qui poussent pour la nouvelle technologie, ce sont les gens qui la développent. Donc, par exemple, la machine à vapeur, ce sont les gens qui ont fait la machine à vapeur, qui voulaient que tout le monde prenne un train. Et il y avait les gens qui allaient à cheval, qui lui disaient « non, vous n'allez pas pouvoir respirer à l'intérieur du train. » Les anciens et des modernes. Alors là, vous vous retrouvez dans une situation très particulière dans laquelle les personnes qui créent cette nouvelle technologie, c'est-à-dire les informaticiens, les experts en informatique, sont les premiers à dire non, ne l'utilisez pas dans ces cas particuliers. C'est quand même assez bizarre. C'est ça qui est très étonnant, c'est que les principaux opposants au vote électronique, aux machines à voter, ce n'est pas des technophobes, pas du tout. Ce sont des professionnels de l'informatique, des gens qui connaissent. On est juste en train de dire attention, c'est trop dur, on ne sait pas faire bien. Après, on peut rentrer dans les détails comme a fait Chantal avant. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Justement, quand vous touchez un ordinateur, vous cliquez, vous regardez une image. Ce que vous voyez devant vous, c'est une représentation de l'image qui est à l'intérieur. Il y avait un super dessin des Magritte avec une pipe et en bas, il y avait marqué ceci. Ou alors, pour éteindre un ordinateur Windows, il faut appuyer sur le bouton démarrer. Par exemple, comme ça. Donc, ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais il y a plein de problèmes de cette nature-là. Donc, la plupart des informaticiens, des chercheurs en informatique vous disent on n'est pas prêt pour faire du vote électronique parce qu'on n'est pas capable de garantir toutes ces propriétés. Ça n'empêche pas les faits qu'évidemment, on est conscient tous que ces problèmes de rendre facile, accessible les votes dans des situations dans lesquelles l'organisation traditionnelle d'un vote, disons, solennel, comme dans le cas d'une élection d'un responsable politique, demande des ressources considérables, parce que vous devez vraiment mettre en place les bureaux de vote, être sûr qu'il y a des personnes qui observent. Donc on est conscient que cette contrainte pèse et qu'on aimerait bien arriver à un moment dans lequel on puisse se débarrasser. C'est la raison pour laquelle vous avez énormément d'experts des parlements qui s'intéressent au problème du vote électronique. Mais je vous garantis que les systèmes de vote électronique sur lesquels ils sont en train de travailler ces experts, il y en a plusieurs en France, il y a des laboratoires qui se trouvent à Lille, des laboratoires pas loin d'ici, à l'ENS-Cachan. J'ai des collègues en Belgique, j'ai des collègues aux États-Unis qui travaillent là-dessous, mais ils n'ont vraiment rien à voir avec les systèmes que vos prestataires ont pu mettre en place. Donc, ce sont des systèmes dans lesquels, justement, les cryptographes essayent de vous fournir un système dans lequel, justement, vous ne voulez rien savoir de ce qui se passe à l'intérieur de la machine. La vérifiabilité est indépendante de l'usage de la machine. Mais malheureusement, il y a plein de problèmes qui arrivent, ce sont basés justement sur des systèmes cryptographiques qu'on peut casser par ailleurs. D'accord ? Ouais. Donc un truc qui est intéressant aussi. On n'est vraiment pas prêt. Une chose qui est intéressante aussi dans votre démarche, vous êtes le directeur d'un laboratoire de recherche sur les logiciels libres, et en même temps vous expliquez que ça ne change strictement rien. Que ce soit un logiciel libre ou un logiciel propriétaire, ça ne change rien au problème.
Oui, absolument. Oui, c'est paradoxal. Ça a énervé un certain nombre de mes collègues. Alors pourquoi ça ne change rien Non, mais au contraire, c'est ce que j'ai toujours dit à mes collègues, c'est que si un jour ou l'autre je vais accepter de voter avec un système de vote électronique, ça sera seulement un système dans lequel je n'ai absolument pas besoin de savoir comment la machine à l'intérieur est faite. Je n'ai pas besoin de savoir comment le logiciel est fait. Je n'ai pas besoin de demander à un expert de venir expertiser mon système, regarder s'il était piraté. En fait, il faut que quelqu'un qui n'a aucune connaissance, aucune expertise informatique soit capable d'expliquer et de comprendre, mais également d'expliquer et de démontrer que ce système est fiable. Et jusqu'à présent, c'est facile à faire avec une urne transparente. Avec une machine à voter, les gens ils demandent l'avis des experts. Voilà, c'est là où j'avais réinversé à cette époque de façon paradoxale la charge de la preuve. Aujourd'hui, on nous explique, les gens qui essayent de nous vendre un vote électronique qui est vraiment pas prêt du tout, nous expliquent, ne vous inquiétez pas, il y a des experts qui vont vous expliquer pourquoi vous devez faire confiance. Et moi, j'ai dit, mais non, si c'est un vrai vote qui a de l'importance, là, ça devrait être acceptable seulement si une personne qui n'est pas experte du tout arrive à convaincre un expert. Chantal, il y a un autre truc. Il n'y a pas de problème. Vous avez dressé une cartographie de la controverse autour des machines à voter pour l'élection de 2007. Et un truc qui était vachement intéressant, c'est que vous expliquez que l'agrément qui est donné pour les machines à voter, en fait, c'est un agrément qui est de façade parce qu'il n'exige pas qu'on vérifie le code source du logiciel. Donc, on ne sait pas si le logiciel a bien été programmé ou pas. Et en plus, c'est un agrément qui est donné sur une machine avec un logiciel sans qu'il y ait un contrôle de l'ensemble du parc. Oui, et puis même, cette histoire, on revient à l'histoire de l'expert. En fait, donc j'ai bien expliqué au départ pourquoi une élection doit être transparente et surtout pourquoi, c'est pour que les gens, surtout ceux qui soutiennent le perdant, ils acceptent la défaite. Donc il faut qu'ils soient convaincus que l'élection est sincère. Alors ce qui est intéressant, par exemple, sur la CNIL, c'est la CNIL qui vous a mené vers l'expert. Mais la CNIL ne s'exprime pas sur la sincérité de l'élection. La CNIL n'est pas un expert en sécurité informatique par ailleurs. Mais sécurité, ok, mais surtout la CNIL, son boulot, c'est que les opinions politiques des gens ne soient pas divulguées. Donc la CNIL, elle va tout faire pour que le secret du vote soit respecté, mais pas la sincérité de l'élection. C'est pas du tout son boulot, quoi. Elle n'a pas à faire ça. Maintenant, sur l'expert, alors j'ai bien expliqué tout à l'heure que personne ne pouvait rien voir. Maintenant, si on avait un expert qui peut expertiser un code informatique et nous dire c'est bon, il marche bien, mais il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de bugs si on savait faire ça. Moi, j'adorerais, en tant qu'informaticienne, vous dire nous sommes capables de faire des logiciels qui fonctionnent tout le temps bien, etc. Mais c'est juste pas vrai. Donc, je ne le dis pas. Donc, en fait, on a une double opacité. D'abord, on a une première opacité de fait. Le système, par sa nature même, est opaque, on ne peut pas l'observer parce que sinon on saurait qui vote quoi. Et puis une deuxième opacité parce qu'on place un expert qui a un rôle très symbolique, il va regarder un petit peu les codes, mais il ne va pas y passer les 3 ans qu'il faudrait. Puis de toute façon, même s'il passait un temps infini à scruter ce code, il y aurait peut-être encore des bugs à la fin. Et surtout, rien ne nous garantirait que l'application informatique qui est en train de fonctionner est exactement la même que celle qu'il a expertisée. Donc on a d'abord cette première opacité par nature, puis ensuite une deuxième opacité, c'est-à-dire on a un expert qui est placé là pour nous dire « allez-y, tout va bien, j'ai expertisé ». Et en plus, il ne nous dit pas ce qu'il a vu, donc on ne peut pas vérifier s'il a bien fait son travail. Par exemple, moi j'aurais envie de lui dire « ah bon, qu'est-ce que vous avez regardé, qu'est-ce que vous avez vu, ah bon, le code était bien commenté, il y avait les préconditions, il y avait des assertions, il y avait tout ce qu'il faut ». Non, en plus, son rapport va être secret. Mais expert ou pas, pour valider que oui, mais ça sert à rien en fait. Vous étiez conscient de ces dimensions? Mais je voulais juste réagir parce que je veux pas qu'on se méprenne sur ce que j'ai dit. On n'a pas du tout considéré que l'expert était là pour nous conforter ni quoi que ce soit. L'expert, il est intervenu d'une part parce que ça fait partie des recommandations de la CNIL, d'autre part aussi parce que je crois que c'était le vœu des représentants des candidats, vœu parfaitement légitime. Donc là-dessus, pas de difficulté. En revanche, de manière très artisanale, et c'est là que l'expert nous a été utile ensuite, nous avions souhaité un certain nombre de choses qui étaient de nature à nous donner le sentiment, voire la certitude, que nous avions la possibilité de garantir la sincérité du scrutin. Je redonne un autre exemple. En plus des alertes en continu sur les 24 heures, nous avions par exemple imaginé un système
dans lequel automatiquement, toute personne qui aurait voté et dont nous avions les coordonnées mail recevait un accusé de réception lui indiquant qu'il avait bien voté. Et dans l'hypothèse où la personne recevait ce mail alors même qu'il n'avait pas voté, pouvait s'adresser à nous. Donc on avait mis en place un certain nombre de... il y a 3 personnes qui ont reçu un accusé de réception et qui vous ont téléphoné, mais j'ai pas voté. Alors voilà, il y a 3 personnes effectivement. Donc, même raisonnement, ça ne modifiait pas les choses. En revanche, sur ces 3 personnes-là, on a recherché les raisons pour lesquelles. On n'a pas toujours eu d'explication. Il se trouve qu'il y en a un dont l'adresse mail ne figure pas dans la base de données des adhérents, par exemple. Donc, est-ce que... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. On en a un autre où là, visiblement, quelqu'un avait donné son adresse mail. Ça arrive. Par exemple, on peut avoir quelqu'un qui, n'ayant pas d'adresse mail au moment où il est rentré à l'UMP, a donné l'adresse mail d'un ami, etc. Ouais. Donc, voilà, ces éléments-là étaient de nature pour nous. Je ne dis pas qu'ils garantissaient à 200%, ni même à 100%, mais ils étaient de nature, nous, justement, avec notre regard extérieur, à nous rassurer sur la capacité que nous avions à exercer le contrôle. Et donc l'expert est venu, en réalité, pour nous dire est-ce qu'il y a des points qui ne nous seraient pas venus à l'esprit et qui, liés au dispositif technique, justifiaient par ailleurs qu'on imagine d'autres choses. Mais donc on n'avait pas une religion de l'expert, ce que je voulais dire. Mais ce que je vous dis, ce que je veux essayer d'expliquer, c'est que c'est une pièce de théâtre. On n'est même pas dans la caverne de Platon, où Platon voit les ombres de ce qui se passe à l'extérieur. Là, on est dans un théâtre de marionnettes, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui agite des marionnettes, et puis vous voyez, vous voyez des ombres, et vous imaginez que c'est la réalité. Et en fait, le problème avec le domaine juridique et malheureusement la faible culture numérique, c'est qu'on essaye de faire à la manière de ce qu'on fait quand il y a du papier. Par exemple, normalement, en début d'élection, on vérifie que l'urne est vide. Donc là, comment vous pouvez faire pour vérifier que l'urne est vide? Il n'y a aucun moyen de vérifier. Alors, vous avez, je sais pas, peut-être il s'affiche un message, l'urne est vide. En tout cas, pour un informaticien, scientifiquement parlant, ça n'a aucun sens de dire l'urne est vide ou pas vide. Une mémoire d'ordinateur, c'est toujours plein. Vous pouvez la peser avant-après, ça pèse le même poids. Donc, le problème, c'est qu'avec le vote électronique, il y a eu une transposition de ce qui se fait sur le vote papier. C'est comme si on voyait une magnifique peinture d'incendie et on sortait les extincteurs. Vous voyez, ça n'a pas de sens en fait. C'est un théâtre, c'est un jeu de rôle, mais vous ne pouvez rien vérifier. Vous n'avez rien vérifié malheureusement. Aux prochaines élections, on sait combien il y a de personnes en France qui vont voter sur des machines à voter? Alors on ne le sait jamais à l'avance. Il y a plein de villes qui ont arrêté, au vu des problèmes. Il y en a beaucoup qui continuent. Mais il y a beaucoup qui continuent, c'est ce que vous me disiez. Alors, les mairies ne le déclarent jamais à l'avance. Donc c'est difficile. Aux dernières élections, et depuis pas mal d'élections, ça ne bouge pas trop en fait. C'est à peu près 1 200 000 électeurs qui sont concernés. Plus les Français à l'étranger, mais il y a une proposition de loi qui a été refusée, qui voulait élargir la possibilité pour les Français à l'étranger de faire du vote par Internet ou du vote électronique pour les élections présidentielles. Oui. Ça a été refusé par le Parti socialiste au motif qu'il y a trop d'incertitudes. Et moi, je voudrais finir cette émission avec une phrase que j'ai trouvée vachement intéressante. C'était un rapport sénatorial il y a quelques mois qui présentait les machines à voter, que ce soit le vote électronique ou les machines à voter, comme une modernité obsolète. C'est-à-dire que ça a été plein de promesses, il y a plein de gens qui se sont dit « Waouh, c'est moderne, les machines, les ordinateurs, ça va être... » Et en fait, ben non. Et là, il y a au moins 3 pays qui ont arrêté vraiment les machines à voter, dont les Pays-Bas, alors que les Pays-Bas, c'est NEDAP, qui est l'un des principaux prestataires de services de machines à voter dans le monde. C'était le pays le plus avancé. C'est-à-dire 100% de la population pendant 15 ans. Ouais. Donc eux, ils ont vraiment une expérience lourde. Alors maintenant, ils ont décidé d'arrêter à cause des problèmes. Le vote par machine à voter, a priori, c'est beaucoup plus simple, techniquement, que par Internet. Parce qu'il n'y a pas tout le voyage sur Internet, et surtout le poste de l'électeur qui est bourré de virus, et ça, on ne peut pas le contrôler. Et même sur les machines à voter, d'abord, c'est tout aussi peu transparent, puis ça n'est pas satisfaisant. Vous allez faire comment la prochaine fois? Parce que là, ça a marché, parce que Sarkozy avait une telle avance, mais la prochaine fois, s'il n'y a pas quelqu'un qui a 50 000 voix d'avance, vous risquez, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, vous risquez d'invalider l'élection. Si vous, de nouveau, procédez par ce genre la prochaine fois n'est pas tout de suite. Oui, c'est vrai. A priori, je ne sais même pas si la haute autorité aura survécu d'ici là. Donc voilà. Je pense que d'abord, il faut. Il n'est pas gravé dans le marbre, par exemple dans les statuts de l'UMP, que l'élection doit être par voie électronique. Oui.
Première chose. Donc peut-être que ce ne sera pas une par voie échéance à électronique. venir pourrait être celle de la primaire à droite et au centre, si elle est organisée. La possibilité est ouverte, mais à égalité avec le vote papier. Certains évoquent même la possibilité d'une mixité entre les modes de vote. C'est-à-dire que là, Ce qui est au vu sûr de aussi- tout ce qu'ils ont dit, et ça ne vous convainc pas sur le fait que non, il ne faut pas les machines à voter? Mais alors, attendez, il faut faire à la part des choses. C'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas la haute autorité qui l'a décidé, et Rapidement, moins parce qu'on encore arrive à sa la fin de présidente. l'émission. Ce qui est sûr, c'est que je pense, par exemple, que pour une primaire dont l'enjeu est très différent de celle de l'élection du président d'un parti politique, la symbolique aussi du vote papier, à laquelle je suis extrêmement attachée, a sans doute un sens. Mais ce n'est pas que symbolique. C'est cela Je ne dis pas nous que ça n'est essayons, pas voilà. que symbolique. Mais il y a aussi la symbolique. Mais je suis pense d'accord. que la symbolique est importante aussi. Je vous remercie Merci. tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci. À bientôt.